Salut Vogue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue chez moi, Amikasa. Bienvenue dans Vlog, la série où on découvre la mode, toutes ses coutures. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer de comprendre les coutures de nos sneakers. Prenez vos clics et vos claques et on y va. Les enfants, bienvenue dans la classe de la professeure Mafouf pour la Sneakers Edition 101. Sortez vos calepins, sinon ça va barder. L'histoire des sneakers débute au 19e siècle, en 1892, avec la création d'une société, la Société Unie Royale, mesdames et messieurs, spécialisée dans la fabrication d'objets, de vêtements et d'accessoires en caoutchouc. En 1917, cette même société détient une marque qui commercialise des chaussures avec une semelle en caoutchouc et une petite tige en toile. Cette marque, c'est Keds. C'est écrit avec un S, mais ça se dit Keds. Cette paire en toile fait beaucoup moins de bruit qu'un soulier classique. Elle est rapidement baptisée la sneaker, de l'anglais sneak on, qui signifie approcher par surprise. Et ça c'est plutôt ouf comme anecdote, vous allez pouvoir la ressortir en soirée, passer pour quelqu'un de hyper cultivé grâce à la professeure Mafouf. La même année, une autre marque crée sa paire que vous connaissez, c'est sûr, la Chuck Taylor All Star de Converse. C'est la Converse qui voit le jour. La All Star, c'est l'un des tout premiers modèles à inonder l'univers d'un sport populaire aux États-Unis, le basketball. Vous l'avez capté, l'histoire des sneakers est intimement liée à celle du sport, sans surprise. Pour le basketball, la toile et la semelle vulcanisée règnent en maître jusque dans les années 70, période durant laquelle Puma réalise le premier pro-modèle en Suède pour le basketteur Clyde Frazier. Et elle se trouve être l'extension d'un autre modèle que vous connaissez peut-être, la Puma Suède, portée en 1968 par le coureur Tommy Smith lors des Jeux de Mexico. Mes chéris arrivent, Adidas va participer au mouvement et lance la Superstar, la première chaussure de basket en cuir. C'est celle-ci. La Top 10 et l'Americana vont suivre juste après. Et à l'époque, Adidas équipe 75% des équipes NBA, ce qui n'est pas négligeable. En 1984, c'est un rookie des Chicago Bulls qui va révolutionner le game des sneakers en signant un contrat de sponsoring avec la virgule Nike. Vous le connaissez, c'est la star, le seul, l'unique, Michael Jordan. Avec d'autres athlètes, l'icône Jordan va contribuer de ouf au rayonnement américain puis mondial du basketball. Les baskets, enfin les sneakers, vont débarquer par la suite dans la rue. Musique. Vous la mettez au montage, hein, sinon je passe pour une professeure complètement folle. Au même moment, un tailleur à Harlem gomme les frontières entre le luxe et les sneakers. Cet homme, c'est Dapper Dan. Son activité favorite, c'est de détourner les logos, les tissus des grandes maisons et créer des nouvelles pièces de mode pour habiller les rappeurs. On peut se le dire, c'est le début d'une grande histoire d'amour entre la mode et la rue. Avec le basketball, d'autres sports vont contribuer à populariser massivement les sneakers. Coucou Stan Smith, coucou Mohamed Ali, coucou l'athlétisme, coucou le football. Et en même temps que tout cela se passe, le hip-hop s'installe dans les années 90. Les sneakers continuent de se diffuser. Logiquement, au début des années 2000, le luxe, via les créateurs japonais, s'intéresse et veut réinterpréter cet accessoire si populaire. On pense à Junya Watanabe et forcément à Y3. Les années suivantes, c'est Adidas qui confirme cet intérêt réciproque entre le luxe et les sneakers avec les designers Yohji Yamamoto, Jeremy Scott et Kanye West avec les Yeezy. Clairement, les sneakers ne sont plus seulement ces chaussures confortables qu'on cale uniquement avec une tenue sportswear ou streetwear. Elles sont devenues un objet désiré, désirable et tellement apprécié et collectionné que certains sont prêts à débourser 1,8 million de dollars pour détenir le Graal. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter, les gars. Les enfants, prenez vos classeurs, vos cahiers, vos cartables, vos petits goûters, vos sandwichs triangles. On part en sortie scolaire. Tout d'abord, on va aller voir Selma, qui est une grande fan de sneakers et qui a une grosse collection, donc on va aller voir ça. Suivez-moi, enfin restez là puisque vous êtes derrière un écran, mais venez. C'est ça.
J'ai vu ta petite tête. J'étais pas sûre. Ouais, vraiment. Enchantée. Enchantée également. Bienvenue à la maison. What? Ça existe des endroits comme ça dans la vraie vie? On dirait qu'on est à New York. Est-ce que tu peux m'expliquer où on se situe, qui tu es? Je m'appelle Selma, j'habite ici. Je travaille dans la communication et dans la recherche. Et je crois que je collectionne ça. Ça, c'est ta collection personnelle. C'est ma collection personnelle. C'est quoi ta peinture? 37. Ah, c'est bon. Je suis sereine. Ouais, je serais grave du genre à te voler les petites Adidas là. Touc. Selma, est-ce que je peux te demander combien de paires tu as? Quand on aime, on compte pas. Tout n'est pas là. En gros, quand j'ai déménagé, il y avait pas mal de paires que j'aimais beaucoup, mais je savais que je ne portais pas. Et du coup, ça, c'est principalement les paires que je porte ou des paires que j'ai reçues, genre entre maintenant et il y a 1 an et demi. Quand j'ai déménagé, j'avais pris 80 paires. Chaque paire a son histoire et c'est ce que nous, on essaye de comprendre justement avec cette vidéo, cet épisode, comment la basket du jour au lendemain est passée d'un accessoire de sport à un accessoire de mode. Explique-nous, à nous, ton amour pour la basket. Si je dois commencer, je reviens sur la communauté de la sneakers, etc. Je pense qu'en vrai, ça a toujours été là, et ça a toujours été là. En revanche, ce que tu vois maintenant, c'est les réseaux sociaux qui la mettent en lumière en quelque sorte. En fait, les sneakers, ça n'a jamais été aussi hype. Enfin, je veux dire, il y a 6 ans, genre moi je portais des baskets et ça faisait pas très bon genre. C'était compliqué d'avoir l'impression d'être chic avec une paire de baskets. Il y a 5 ans, quand j'allais au défilé Chanel, t'avais personne en basket. Et genre maintenant, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais genre même Valentino, Fendi, tout le monde a ses paires de baskets, quoi. En arrivant, je pensais avoir des étagères où les paires ne bougent pas, elles sont très propres, très clean. Parce que c'est des chaussures qui peuvent prendre beaucoup de valeur. Mais toi, tu t'en fous, tu les portes. Ouais, je m'en fous. Et il y en a que tu portes pas justement dans le but de les revendre? Techniquement, si je voulais vraiment les revendre, je les garderais deadstock et... Deadstock, who's that? Deadstock, DS, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été portée. Et c'est comme ça qu'elle a le meilleur de la valeur, quoi. Et donc là, t'as aucune DS? Par exemple, là, typiquement, je sais qu'il y a la Adidas Parel que j'ai reçue et qui n'est pas encore sortie, mais j'ai pas encore eu le temps de la sortir. Tu nous la montres? Ouais, bien sûr. Donc celle-là, elle est DS? Ouais, celle-ci, elle est DS. Elle est avec tout un package et tout. Oh! Ouais. C'est cher? Non, mais t'inquiète là-dessus. Ok, je peux faire de bêtises. Tu peux, de toute façon. Très mimes. Ouais, non, c'était mimes. Tes baskets, tu les achètes pas directement en boutique? Ça dépend. En gros, à l'époque, t'avais les paires que j'ai achetées en boutique, t'avais les paires déjà que j'ai achetées en mode sur Internet. En fait, les magasins n'achetaient pas les petits tags. Le process classique, c'est que tu vas au showroom, tu fais tes commandes, et dans 6 mois, t'as ta paire qui arrive à ton magasin et les gens vont les acheter. Mais à l'époque, les mecs, ils achetaient pas du tout pour les meufs. Et du coup, toi, techniquement, en tant que meuf, en fait, tu devais vraiment te créer un réseau béton. Et c'est vrai que j'allais vachement à Berlin, Londres, etc. Et tu connais du coup tous les gens, et tu connais un peu les stores, tu connais les propriétaires, etc. C'est des gens que tu vois, mais je sais pas, 10 fois dans l'année. Quelle est la paire qui a été la plus difficile à cop? Parce que je connais le jargon, on dit cop. Oui. Cette paire, en fait, que tu vois là, qui a déjà vécu toute une vie, parce qu'elle est passée entre 2 personnes. Ok. Elle est sortie, je sais pas, il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. C'était une collaboration entre Kiko et Azix. J'ai cherché, c'était beaucoup trop cher. J'étais un peu dans... Comment ça? Pourquoi? Elle sort à quel prix et elle est revendue à quel prix? Elle devait être à 200, un truc comme ça. Et là, maintenant, tu les trouves à 1000 €, quoi. Ok. Moi, je peux t'échanger mes Stan Smith, si tu veux. Merci de nous avoir accueillis, ma belle, dans ton humble demeure, dans ton humble collection de sneakers. Tu m'as appris beaucoup de choses. Et là, on va essayer de comprendre comment ça se passe de l'autre côté, puisqu'on va chez un revendeur qui s'appelle Kikikix. C'est quoi la relation entre les acheteurs et les revendeurs? Et je pense que la plupart, les gens accusent encore les resellers de faire augmenter les prix du marché, alors que je pense que c'est lié au marketing, à la marque en question, les quantités et compagnie, et que c'est bien plus complexe que ça. Kikikix, on arrive. On s'en va rencontrer Mathis et Kylian de chez Kikikix, qui est un revendeur de sneakers, et qui sont OK pour répondre aux 1 500 000 questions que j'ai en tête. Wouh! Salut! Comment ça va? Ça va? Kylian? Mathis. Yes. Vous venez d'emménager ici. Il y a des briques autour de nous avec beaucoup de baskets. Parce qu'en fait, vous êtes des revendeurs de baskets. Explique-moi ce que c'est ce petit RE qu'on met devant vendeur. Parce qu'on n'est pas les premiers à vendre la basket. On est sur un marché parallèle où on va revendre une basket qui a déjà été vendue par des revendeurs comme Nike, comme Adidas. Et c'est un business qui marche plutôt bien. Et vraiment qui n'a même pas encore explosé. On a l'impression que la basket a vraiment pris part à toute l'économie, à notre génération, mais on est juste au tout début. Du coup, tu penses que je peux revendre mes Stan Smith super cher? Si elles sont exposées ici, peut-être. Chaque paire exposée ici a un storytelling et les gens vont acheter la basket pas forcément parce qu'elle est belle, parce qu'elle raconte quelque chose et les gens se reconnaissent dedans. En bas, il y a un stock et tout, donc vous pouvez nous montrer ou pas? Bien sûr. Tout à fait. C'est marrant parce qu'avec les lampes comme ça, on dirait qu'on est au musée. Vous les exposez comme des œuvres d'art. Ok, donc là-bas, c'est le stock.
Mais là, on est sûr que c'est toutes des vraies. Bien sûr. Parce que moi, si je sais que la paire, elle se revend cher, je vais essayer de faire la même. Chaque paire qui arrive est contrôlée, lampe à UV. Et surtout odeur. Comment on reconnaît une paire fausse ou vraie, c'est à l'odeur de la colle. En fait, chaque paire et chaque marque a une odeur particulière. Et donc on les voit, c'est comme des nez de parfum. En fait, Ouais. c'est ça qui est hyper intéressant. Donc on les voit toute la journée, les nez dans les Renifler baskets, des baskets. en train de renifler les baskets. Et même pour les modèles les mieux faits, on est obligé d'acheter des contrefaçons pour Mm. comparer en temps réel la fausse et la vraie. Ok, donc si je vais dans ton historique Google, je peux voir fausse Yeezy, Adidas. Ok, j'ai capté. Est-ce que ça, du coup, c'est des paires qui ont été commandées par des clients ou c'est genre juste du stock? Ça, c'est du stock, c'est de l'anticipation pour une future commande d'un client et d'un consommateur du site internet. Ok, et comment tu fais pour avoir autant de paires, genre des Yeezy qui sont autant demandées? C'est s'entourer des meilleurs acheteurs. Et les acheteurs, ils sont là? Oui, Ils bien sont sûr. On va les voir. Encore des paires. Donc là on est au cœur de l'entreprise et on a tous les want to buyers. On est avec Antoine, qui est le directeur des achats, et qui va nous expliquer ce que c'est le mot que je viens d'apprendre, qui est want to buyer. Du coup, want to buyer, c'est une déclinaison du verbe want to buy, donc to buy. Et du coup, ces acheteurs 2.0 nous aident au quotidien à trouver entre 50 et 100 paires par jour. Certains want to buyers ont des spécialités comme les Yeezy, voilà, ils savent exactement où trouver. C'est qui tel le Yeezy. spécialiste des Yeezy? Il y en a un, il s'appelle Luigi, il est vraiment pas mauvais sur la Yeezy. Après, Jessie, elle se débrouille plutôt pas mal sur tout ce qui est Jordan. Et pourquoi les marques, elles font pas juste plus de stock? Si tu fais plus de stock, ça crée moins de rareté. C'est la notion de rareté que les marques veulent créer. Et puis, nous, on fait aussi du marketing pour les marques. Ils savent que en créant de la rareté sur tel produit, pendant 10, 15, 20 ans, tous les produits qui vont sortir vont exploser. Bonjour. C'est le service client? C'est ça. Il y a des hiéroglyphes sur vos murs. Il y a des petits cœurs et tout. La bonne ambiance, elle est ici, je crois. Je vous ai pas demandé, mais vous avez quel âge? 20 ans. Et 24. Et la moyenne d'âge de l'entreprise est environ de 22-23 ans. Donc en plus, vous faites partie de cette génération, du coup, qui est une nouvelle génération d'entrepreneurs et qui, du coup, comprennent des nouvelles problématiques. Trop fort. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour, mais on peut aller renifler des chaussures ou pas? Celle-là ou celle-là? Les deux. Alors ça, c'est la Sunflower. Oh, bien. C'est ça? C'est la 700 V3, sans avoir eu l'étiquette. Ok. Bah, ça sent la chaussure, je pourrais pas... Il y a une odeur de colle qui est assez spéciale et qu'on reconnaît directement l'odeur Adidas de la colle. C'est vrai? Mm. Tu peux différencier les cols? C'est des colles entre les vraies et les fausses. Ça nous permet de différencier une vraie paire d'une fausse paire. On peut voir quand on renifle que là, par exemple, c'est une paire qui a été faite au Vietnam directement. Et sur les fausses, l'odeur va piquer beaucoup plus le nez. T'as plein de petites... Des alertes? Voilà, Mm. exactement. Ok. Quelle a été la paire la plus difficile à cop? C'était la Air Yeezy Zen Grey, celle qui est juste derrière toi. Celle-là? Ouais, j'ai passé peut-être 500, 600 appels pour l'avoir. Et tu la gardes pour toi ou tu... Maintenant, je la garde en objet de collection. Ok. Ça te fait peur si je m'en rapproche un peu comme ça? T'es pas bien là? Donc tu la touches pas, ça. Ok, et donc est-ce que c'est la plus chère? C'est pas forcément la plus chère. C'est quoi la paire la plus chère de la collection? C'est que t'as dû entendre récemment, c'est la collaboration Jordan et Dior, D'accord. qui est juste ici. Ouais. Ça vaut entre 8, et certaines tailles peuvent monter à 14-15 000 euros. Et elle était vendue combien à la base? 1900 euros. Et pourquoi, selon vous, c'est passé d'un accessoire de sport, pur et dur, à un accessoire de mode? La culture streetwear a vraiment guidé un peu toutes les nouvelles tendances. Et vous voyez maintenant les maisons de mode qui se rattachent au streetwear? C'est maintenant les paires qui fonctionnent le mieux. Par exemple, la Dior, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est l'une des premières fois aussi qu'une marque touche au swoosh de Nike et également qui vont utiliser des matières assez luxueuses. Et en fait, la rencontre des deux a permis aux gens de finalement se rendre compte que cet objet-là n'était pas juste un objet de la rue. Merci les gars pour votre accueil. C'était un grand plaisir en tout cas. On pique une paire et on y va? Maintenant les amis, nous allons au temple des Sneakerheads. C'est une boutique qui s'appelle Sneaker and Stuff. Et c'est à Sentier, juste à côté d'ici. Et j'y vais avec mon bolide. Bah vous venez? Bonjour. Bonjour. Salut Didier. Didier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et que fais-tu et où est-ce qu'on est?
Alors, je m'appelle Didier, je suis le directeur de la boutique SNS. Notre boutique est ouverte à Paris depuis 5 ans. On est une compagnie suédoise, donc on a des magasins à travers le monde, à Stockholm, Londres, Berlin, Los Angeles, Tokyo. New York, Tokyo. Donc vous êtes des vendeurs et non des revendeurs. De base, la marque vend à des revendeurs, nous. Là, il y a une troisième grappe qui s'est ajoutée, c'est nous on vend au client et le client peut revendre sa paire. Il y a 5 ans, les revendeurs, c'était un peu des mecs très pointus. Mais maintenant, tout un chacun qui gagne une raffle ou une inscription, il se dit, soit je la porte, soit je la revends. Ouais. Et ce qui n'était pas du tout dans la tête Des gens du client avant. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une raffle, du coup? Il y a 6-7 ans, Yeezy et Adidas ont développé un système d'inscription pour pouvoir acheter une paire. Donc ça a beaucoup changé l'univers de la sneakers. Et est-ce que toi, en tant que vendeur, ça te dérange qu'il y ait une troisième grappe qui se soit rajoutée, celle des revendeurs? Que nous, notre objectif, c'est de vendre nos paires. Ouais. Quoi qu'il arrive, on va le faire. Ceux qui sont le plus touchés, c'est surtout les clients. Mais dans l'absolu, si la sneakers a autant explosé, c'est aussi parce que les revendeurs, oui, en rachetant tous les stocks, ils créent de la demande, ils créent de l'envie. De toutes les boutiques SNS, c'est laquelle qui fonctionne le mieux? Clairement, c'est Paris. Et Paris, c'est clairement la future capitale de la sneakers européenne pour sûr, mondiale, incessamment sous peu. Tu vois, par exemple, quand il y a les Fashion Week à Paris, t'as pas que les marques de luxe. Toutes les marques de footwear, de sneakers sont là. Parce que oui, la sneakers n'est plus vu comme le cousin éloigné de la mode. Il fait partie intégrante de la mode. Et ça touche tout le monde. Nous, on le voit au quotidien. On a des clients aussi bien des petits que des grands-mères. Et ça, c'était une grosse collaboration apparemment aussi, qui a fait beaucoup de bruit. Ça, c'est une superstar. Et surtout avec la marque japonaise Bape, qui est une marque très importante dans la street culture. C'est vraiment un bon exemple d'une collaboration réussie. Et pour vous le dire, ils ont sorti cette paire juste pour le tournage, là, pour nous la montrer. Ouais. On l'a laissé 2 secondes sur la table comme ça. Il y a une fille qui arrive qui a fait « Non, je peux pas te croire » et qui a commencé à appeler ses potes et tout. Donc celle-là, vous la gardez pour les archives. De retour à mon petit bureau. C'est très cool de rencontrer toutes ces personnes qui nous parlent de leur amour pour la sneakers. Alors évidemment, il y a l'aspect business qui a pris beaucoup d'ampleur dans ce milieu-là, puisqu'il y a 6-7 ans, quand Adidas et Yeezy ont créé le système de la raffle, c'est là où tout le monde a pu devenir un revendeur et créer du coup une nouvelle économie. C'est devenu Wall Street le truc. Et pour certains, une paire de sneakers est un réel investissement. Évidemment, par la suite, avec l'influence du streetwear, la mode a commencé à s'en inspirer et à débarquer dans ce milieu-là de la sneakers, que ce soit au pied des fashionistas pour les défilés, mais aussi les maisons de mode ont maintenant aujourd'hui toutes leurs paires de baskets. Dior, Prada, Valentino, c'est partout et c'est devenu très commun. Et surtout, le truc que je vais me rappeler en me couchant ce soir, c'est que toutes les personnes qu'on a rencontrées avaient l'air d'être tellement inspirées et investies dans leur paire de baskets. Au-delà de l'esthétisme, il y avait toute une histoire. C'est l'histoire des collabs, donc des mondes qui se rencontrent. C'est l'histoire de comment tu as réussi à cop ta paire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils avaient tous un petit storytelling sur chacune de leurs paires, donc c'est un peu genre l'héritage, tu vois. C'est aussi lié à la culture, à la musique, à des artistes. Bref, on est sur quelque chose de beaucoup plus sentimental que simplement l'esthétisme de la paire de baskets en elle-même. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on est passé d'un équipement sportif à une pièce d'art limite. C'était ma conclusion. J'espère que cet épisode de vlog vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour le nouvel épisode. Mais avant ça, abonnez-vous, likez cette vidéo et faites en sorte